Il ne s'agit pas de taire la fatalité, mais on peut aussi réfléchir et voir comment faire d'un handicap un atout puissant et se dire, bah voilà, on peut transformer, retourner le stigmate. Là, je viens de faire un reportage où je parle verlan, où je parle ghetto, où je parle Kaira, où je parle français. Parce que c'est ça la France. Tout ça, c'est l'héritage de la France. Les jeunes de banlieue, ils ont envie qu'on parle d'eux en positif. C'est des trésors, c'est des mines d'idées, quoi. Quand on dit qu'on travaille à Saint-Denis, tout de suite c'est « mais t'as pas peur de ton sac ». Arrêtez de montrer le mauvais visage de Clichy-sous-Bois, voilà. Il y a une petite phrase que l'on entend souvent dans les quartiers populaires. Vous les journalistes, vous ne venez que quand ça brûle. Et c'est pas complètement faux. Alors pendant 6 jours, on s'est baladé dans le 93 et on l'a redécouvert. À La Courneuve, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, Villetaneuse, Aubervilliers et Clichy-sous-Bois, quand ça ne brûlait pas. Pour commencer, on a cherché l'inattendu, un petit air de campagne, à 2 pas de la cité. On est au cœur du cyclone, hein. On est au milieu d'une cité qui s'appelle Saint-Leu où il ne se passe pas grand-chose, de Villetaneuse. Et le pari, c'était d'offrir à une population une autre vision de la société. Voilà. Et je pense que l'écologie, ça concerne un peu tout le monde, et notamment des gens qui habitent en proche banlieue. Jackie, il n'y connaissait pas grand-chose aux animaux et au pâturage, mais il s'y est mis. Avec son association, il gère 2 fermes urbaines et solidaires. Parmi ceux qui mettent la main à la brouette, il y a des tiges pour travaux d'intérêt général, c'est-à-dire des peines alternatives à la prison. C'est le cas de Samir, il a 19 ans. Ouais, bah là c'est la basse-cour, là, c'est un mélange de poules, de canards et d'oies. Bah, celles qui sont là-bas, on les appelle les Dalton. Hein. Bah, parce qu'à chaque fois que je rentre pour changer leur eau, elles viennent, elles me piquent. Elles me font chier, moi je suis un peu Lucky Luke. Hein. Là, je vais vous présenter un des plus vieux protégés de la ferme. Il est là, le dénommé Jaco. 10 ans, prison. Non, je rigole. Regardez, c'est pas un canard, on dirait plutôt un tricératops le truc là. Putain. C'est un ami? Ouais, c'est mon ami, c'est le premier qui m'a mordu à l'intérieur. Ouais. C'est l'amour un peu vache. Ouais, c'est vrai, voilà. Je crois qu'ils sont contents, ils ont faim là. Bah eux, voilà, eux c'est le quotidien, tous les jours on doit leur changer leur eau, on doit leur donner du foin, on doit leur donner à manger. Là il y a la grand-mère là, la grand-mère. Elle en a fait un, je sais pas comment. Et donc lui c'est qui? Flocon de neige. Flocon de neige. Ouais. C'est mieux que de ramasser des chewing-gums dans le métro. Ouais. Pour faire des tiges. J'habite à Blanc-Ménil. Là, je suis dans le 19e en ce moment. Je suis là pour des tiges, des travaux d'intérêt généraux pour violence. Et là, j'ai 105 heures à faire. Moi, je trouve comme essayer de rattraper les choses, en fait. De se rattraper, de se racheter. Et ça m'apporte une nouvelle expérience. On dirait on est coupé du monde, en fait. Le quartier à Blanc-Ménil, il y a pas de... C'est bien, mais il y a toujours une ambiance un peu sombre. C'est-à-dire on cherche à faire de l'argent, bien à essayer de monter, alors qu'ici on est tous ensemble. Blanc-Ménil aussi c'est solidaire, mais bon, avec la drogue ou bien les autres choses, on se divise. Bah là je fais des tiges pour une affaire qui s'est passée avant ma terminale. Bah c'était une petite affaire comme ça, c'était des blocus, tout ça, violence sur les policiers, incendie de poubelle. Et bah voilà, bah là, comme l'a dit mon camarade, j'essaie de me racheter. Enfin, bah ouais, c'est sûr, moi quand je suis chez moi, bah voilà, je me pose avec des potes, on se pose dans les voitures, on fume la chicha, tout ça, on sort. Ici c'est mieux, enfin, tu respires un peu quand t'es ici. Tu te prends pas la tête, t'oublies tes soucis, tout ça.
Ça va, ça te plaît le métier de femme fermier? Hein, t'étais loin de penser que c'était comme ça? Ouais. C'est bon, c'est physique. Tu vas Ouais, voir, mais- le premier soir, tu dors super bien. Deuxième soir, ça commence à tirer un peu au niveau des muscles. Et après, ça roule. Hein. Non, mais ça va, j'ai l'habitude, je fais du sport. Ouais, mais c'est mieux que la salle de sport, ça. Ouais, t'apprends à tirer une brouette, ça change du smartphone. C'est mieux, une brouette. Alors, comment on peut aider les jeunes du 93 en question politique? Certainement pas en les ubérisant, quoi. C'est comme en agriculture, on leur permettre de bien grandir. Je crois que ça passe beaucoup par la confiance. Et il faut trouver, alors sur un territoire, des champs d'emploi qui soient viables. Le nœud de la guerre sur le 93 ou dans des régions, c'est l'emploi. La société stigmatise assez, notamment des jeunes issus des quartiers populaires. Voilà, ils sont tous, ils ont un gros souci d'ego où ils s'auto-frustrent tout seuls, ça ils savent le faire. Voilà, je crois qu'ils ont besoin qu'on leur redonne confiance, mais réellement quoi, pas que ce soit de la tchatch ou ils veulent du concret quoi. Voilà. On a quitté Villetaneuse et sa basse-cour pour rejoindre un tout autre univers, là où Samir a grandi, Aulnay-sous-Bois et la cité des 3000. Regardez, on est en plein cœur des 3000. Horrible. C'est honteux. Regardez, triste spectacle. C'est là, accessible pour les gamins. On voit des sacs, des sièges. Mais regardez, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Mais si les enfants, on ne leur apprend pas déjà à respecter la nature, comment ils peuvent se respecter eux-mêmes? C'est une zone de non-droit. On parle toujours de zone de non-droit à la télé, ça fait bien, ça fait beau. Ben là, devant vous, on a une zone de non-droit. Regardez. Et ça, c'est aux 3000 là. Là, on est aux 3000 là. Là, on va dire quoi, Mathieu? Mais Adama, où il nous a ramenés? Lui, c'est Adama Traoré, un grand gaillard révolté. Il est responsable de l'antenne jeunesse de la mairie d'Aulnay-sous-Bois, mais de toute évidence, il a gardé sa liberté de parole. Clairement, les politiques, ils sont encore en post-colonial. C'est-à-dire même lorsqu'ils s'adressent à moi, Adama Traoré, dans leur tête, ils s'adressent à un Africain, ils s'adressent à un Noir, ils s'adressent à un Black, ils s'adressent à un jeune des quartiers populaires, ils s'adressent à un banlieusard, mais jamais à un enfant de la République. Tu vas faire un tour dans 93. Pose la question, t'as un quoi? Tu vois ce qu'ils vont te dire? Je suis un Malien, je suis un ci, je suis un ça. À aucun moment, ils vont dire je suis un Français. Mais on n'a pas grandi là. On est né en France. Nos parents, ils ont traversé la Méditerranée pour nous faire donner cette chance d'être Français. Tu ne peux pas cracher sur le pays qu'a accueilli tes parents. Mais tellement ce pays qu'a accueilli nos parents, ils nous reflètent à aux origines, nos confessions, ils nous parquent dans des quartiers. Et dans ces quartiers-là, ils ferment tous les services publics, la plupart. Bien sûr, à un moment donné, on se débrouille de nous-mêmes. Et quand tu t'es débrouillé de toi-même pendant 30 ans, comment tu peux dire que tu es un Français? C'est pas possible. Comme beaucoup ici, Adama a grandi en ne portant pas vraiment la police dans son cœur, et son interpellation musclée n'a pas arrangé les choses. Touché par 3 tirs de flashball, c'était en 2002. À l'époque, il avait 17 ans. C'était exactement là, tout s'est passé ici. C'est là, les policiers, ils viennent et tout, etc. Ils me disent Adama, contrôle d'identité. Adama, contrôle d'identité. Donc tu me connais déjà. Il faut remettre dans son contexte, c'est moi aussi j'ai un comportement qui n'est pas normal. C'est-à-dire j'ai pris ma carte imaginaire et je l'ai mis comme ça face au policier. Il a compris que j'étais chaud. J'ai même pas eu le temps. Un policier m'a attrapé par derrière. Je me suis débattu, on est tombé. Comme je me suis relevé, il a attrapé mon truc, il a craqué mon survêtement Lacoste. J'ai regardé. Bam, je lui mets un coup de pompe dans la tête. C'est bien ce qui est. Et quand je lui ai mis le coup de pompe dans la tête, il m'a lâché et j'ai à peine couru, même pas 5 mètres. Hein. Bam, la policière m'a tiré une balle de flashball. Il m'a rebraqué, bam, il m'a retiré tout au bras. Parce que j'ai une trace à vieux là au bras. Il m'a mis des droites et des droites et des droites. J'ai arrêté de bouger. J'ai arrêté de bouger. J'ai dit, je bouge plus, il va me tuer. 15 ans plus tard, le 2 février dernier, c'est une autre interpellation qui a marqué la cité des 3000, l'affaire Théo. Là, on va se rendre dans l'endroit où Théo s'est fait agresser. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut avoir une justice à 2 vitesses? Comment aujourd'hui, ne serait-ce pour la morale publique, ces 4 policiers n'ont pas été enfermés? Là aujourd'hui, on voit des mamans insulter la police. Et là, ça devient grave.
voir vraiment des mamans avoir peur de la police pour leurs enfants, j'ai jamais vu ça. Là, c'est vraiment on a atteint un degré à Aulnay-sous-Bois, hein, qui est vraiment chaud. Dire que tous les policiers, c'est-à-dire 240 000 policiers en comptant les gendarmes, sont tous des violeurs, des voleurs, des mauvais. C'est faux. Et ça, c'est dit par les médias et par les politiques, le mot bavure policière. Cette sémantique-là, elle est fausse. Non, il y a des individus à l'uniforme bleu qui ne le méritent pas, et tu as des policiers qui méritent l'uniforme bleu. Levez de la victoire, la victoire, la victoire. Eux, c'est des potos à moi, eux. Ah ouais? Ouais. Ah, lui, maintenant, il est pote avec des flics, maintenant, il en a fait. Quand j'ai vu une vidéo, il a dit, ah, c'est mon pote et tout. Ah, ça, c'est bon, bien sûr, ça. J'ai des potes keufs maintenant, ça y est. Ça y est. Les temps ont changé. Aujourd'hui, Adama Traoré a 32 ans. Il se verrait bien maire d'Aulnay-sous-Bois en 2020. Et pourquoi pas plus tard, avec son collectif La Révolution est en marche, président de la République. Notre mouvement va ramener une personne française, peu importe l'origine, peu importe la confession, qui sera issue de la Révolution est en marche. Et qui sera président. Et qui sera président. C'est une certitude. Et à partir du moment qu'on va se réveiller, partir des quartiers, toucher les zones rurales, toucher les grandes agglomérations, attirer les policiers envers nous, les policiers intègres, la révolution va naître. Et là, je vous donne 1 an, pas plus. N'oubliez pas, explicite, n'oubliez pas, vous verrez que la révolution est en marche et plus rien ne peut l'arrêter. En attendant, en 2017, ce sont d'autres candidats qui sont proposés aux électeurs. À voter. Dimanche 23 avril, premier tour de la présidentielle. Dans le secret des isoloirs, les Français envoient Marine Le Pen au 2e tour. À Clichy-sous-Bois, l'association Assez le Feu se prend une claque. C'est triste pour la France, pour nous Français. Toute sa propagande, sa méchanceté, sa haine, on est en train de la reproduire aujourd'hui, donc c'est... Je suis pas en colère, je suis très triste. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants demain, pour les gens que j'aime. Enfin, je sais pas, vous voyez, il y a pas que des blonds aux yeux bleus. Je veux dire, il y a des Africains, il y a des subsahariens, etc. J'ai des Coréens, ils ne sont pas des Français de souche. On est Français, certes. Moi, j'aime ce pays. Moi, je suis d'origine marocaine. Mais mon pays, c'est la France. Mon cœur bat pour les... Quand il y a un match France, je ne sais pas dans quel pays, elle ne se bat pas pour le Maroc. Avec... Donc non, je suis désolée. Oui, j'aime mon pays. Malgré toute cette haine, etc. Oui, j'aime la France. Dans cette terre d'immigration qu'est la Seine-Saint-Denis, Marine Le Pen n'a pas convaincu. 13% des voix seulement au premier tour, loin, très loin derrière Jean-Luc Mélenchon, qui a séduit plus d'un électeur sur 3. Dans cette banlieue rouge, le Front National fait rire jaune. Non, mais c'est des petites vannes qu'on a tous un petit peu entre nous, les personnes qui sont français issus de l'immigration, en se disant qu'on se donnera rendez-vous pour un goûter devant l'aéroport ou qu'on préparera nos valises si Marine Le Pen venait à être élue. Mais je pense que c'est beaucoup plus triste que ça en réalité de voir quand même qu'une personne avec de telles idées puisse avoir un succès fulgurant à des élections en France. Donc je pense que c'est des petites blagues qu'on a entre nous comme ça, mais c'est qui sont beaucoup plus révélatrices. Ouais. En réalité, je ne veux pas vous dire que je m'y attendais, mais c'était une des choses qui pouvaient être possibles en France. Parce qu'à entendre toutes les personnes, que ce soit dans les quartiers populaires ou autre part dans le territoire national, des personnes qui ont été déçues par des années de certaines politiques et qu'ils aillent justement vers l'extrême droite, c'est quand même assez triste. On a repris la route, direction la Courneuve et cette cité des 4000 à la réputation sulfureuse. Sur place, on a rencontré quelqu'un qui nous a montré le verre à moitié plein. L'avantage des audacieux, c'est la peur qui paralyse le reste du monde.
Ce verre à moitié plein, c'est Ahmed qui nous l'a raconté. C'est l'histoire d'un entrepreneur spécialiste en développement économique des territoires. Son entreprise et ses 7 collaborateurs, il les a installés ici, dans une tour de la cité des 4000. Lui aussi a appris à déconstruire les clichés. Moi, je suis né, j'ai grandi à Paris et un jour, j'ai décidé de monter ma boîte et de m'installer au 4000. Si je t'avoue, il y a quelques années, on m'aurait dit « Tiens Ahmed, ta boîte, tu vas l'installer au 4000. Ah, ok. Ensuite, tu vas rester au 4000. Ok. Et tu vas développer au 4000, prendre 200 mètres carrés et recruter ici. Je ne suis pas sûr que j'aurais cru. Bah, finalement, tu vois, mon épanouissement, mon développement, il passe par là. La Courneuve, cité des 4000, ça a une symbolique forte. Aujourd'hui, quand on prononce ces signifiants, bah, partout pour les gens, bah, ça représente le ghetto, ça représente quelque chose qui fait peur. Et bah, j'invite finalement tout le monde à venir gratter ce qu'il y a derrière le vernis des médias, le vernis des images qu'on a collées à ce territoire, pour se rendre compte finalement qu'à la Courneuve, c'est un territoire qui regorge de pépites. Et les 4000, si j'y suis et si j'y reste, c'est parce qu'on s'y sent bien en fait. C'est aussi un territoire en pleine transformation. À 2 pas de la cité des 4000, la gare des 6 routes se construit patiemment. D'ici quelques années, elle sera sur les lignes 16 et 17 du métro parisien et reliera un peu plus la Courneuve au Grand Paris. C'est un symbole fort qu'on a choisi de mettre une gare du Grand Paris à 1 minute, 2 minutes des 4000. Ça montre qu'effectivement que rien n'est figé. Ça montre effectivement que finalement, cette locomotive économique qu'incarne Plaine Commune, ben finalement, ses fruits, on espère, vont irriguer le territoire et profiter à ces populations. Il ne s'agit pas de taire la fatalité, mais on peut aussi réfléchir et voir comment faire d'un handicap un atout puissant, un peu comme César qui a orné sa calvitie de laurier. Et se dire, ben voilà, on peut transformer, retourner le stigmate. Et là, il y a un potentiel. Et tous ceux qui croient en ces territoires, de la Seine-Saint-Denis, de la Courneuve, de Plaine Commune, ils savent que c'est ici que ça se passe. The place to be. On a pensé à ces territoires qui se transforment, au 9-3, à ce berceau des graffitiers du rap français. Et à une ville en particulier, qui était il y a très longtemps the place to be pour une toute autre partie de la population, celle qui avait le sang bleu. Depuis des siècles, elle est l'ambassadrice du département et de son patrimoine. La basilique de Saint-Denis, c'est une partie de l'histoire de France. Alors on est dans la basilique de Saint-Denis, qui est à Saint-Denis, dans un territoire très populaire, cosmopolite, avec une histoire ouvrière, différente de cette grande histoire. C'est là que la plupart des rois et des reines de France ont été inhumés. 43 rois, 32 reines, 10 serviteurs de la monarchie, une soixantaine de princes et de princesses. Donc par exemple, vous avez Charles Martel, Clovis II, Pépin le Bref, Berthaud Grandpied. Et on a trouvé ici une reine, belle-fille de Clovis, la reine Arégonde, enterrée en 580. Si on pose la question où est Louis XIV, ben, il est peut-être quelque part par ici. Juste là. Voilà. Confortablement installés dans leur repos éternel, les têtes couronnées ont vu arriver de nouvelles voisines. À quelques mètres de la tombe de Louis XVIII, une grand-mère kabyle. La basilique a voulu rendre hommage aux femmes issues de l'immigration. On a souhaité mettre en place cette exposition qui nous a été proposée par Arilès de Tizy et qui vise à dire une chose simple, c'est que cette basilique est ouverte à tout le monde. Et à tous, et à des tas de gens qui pensent que ça n'est pas fait pour eux, en particulier des gens qui vivent à Saint-Denis, qui sont pas obligatoirement d'origine chrétienne et qui pensent que cette église n'aurait pas ouverte. Et donc l'idée, c'est aussi de montrer que ces femmes qui soutiennent souvent la famille, eh bien, ce sont aussi des reines symboliques, des femmes qu'il a voulu valoriser. C'est un message du vivre ensemble, en tout cas. C'est un message qui dit
ce monument, il est vraiment pour toutes, pour tous, et on aura plaisir d'accueillir tous les publics qui pourront découvrir ce lieu. On a quitté Saint-Denis, ses rois et ses reines d'hier et d'aujourd'hui, pour rejoindre un autre lieu ouvert à tous, à quelques kilomètres de là. On s'est fermé là-haut, Maëlys, passe en bas, viens installer. Lui, c'est Saïd Benadjem, et son palmarès a de quoi faire rougir bien des athlètes, 4 fois champion de France et 2 fois vice-champion d'Europe, entre autres. Mais tout ça, il en parle assez peu. Ce qui intéresse le coach, ce sont ses boxeurs et ses boxeuses. Par exemple, Maëlys, championne de France en titre et vice-championne d'Europe amateur. Oui, ça l'a été. C'est un entraînement de préparation puisque je pars en tournoi en Pologne en équipe de France dans 4 jours. Solidité parce que Saïd est derrière nous et il y a tout un réseau qui se forme autour de nous pour qu'on puisse avancer autant dans la boxe que dans la vie professionnelle. C'est l'équivalent d'une famille. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas unis par les liens du sang, mais il y a quand même des liens qui se forment et qui sont aussi puissants que des liens du sang. On fait un sport individuel, mais dans un esprit d'équipe. Donc toutes les boxeuses et les boxeurs qui sont là se soutiennent les uns les autres. Ceux qui font des résultats de très haut niveau tirent les autres vers le haut. Le champion du monde ou d'Europe ici, il est pris au même niveau que tous les autres. Il n'y a pas d'hierarchie chez les boxeurs et on essaie vraiment de faire un truc où tout le monde se sente bien dans notre salle. La première chose que tu dois faire quand tu rentres dans une salle de boxe, c'est dire bonjour. Donc il n'y a aucun athlète qui rentre ici qui ne monte pas dans le bureau pour nous dire bonjour. Ils disent bonjour à tous les entraîneurs et ensuite on peut discuter. On a des jeunes qui viennent de Bondy, de Rony, de Villetaneuse, de toute la Seine-Saint-Denis, de toute l'île de France. Non, la banlieue, il fait bon vivre. On a une minorité de jeunes qui font les cons, qui font chier un peu tout le monde, mais on a 99% de jeunes qui veulent s'en sortir et qui veulent réussir. Et ça passe par des salles de sport, par des salles culturelles, par des bibliothèques. Et il y a beaucoup de richesses en banlieue et les jeunes de banlieue, ils ont envie qu'on parle d'eux en positif, qu'on arrête d'aller voir ce qui se fait de mal. Il se fait aussi beaucoup de choses de bien. L'idée, c'est qu'ils aient confiance en eux. Et à partir du moment où ils ont confiance en eux et puis ils sentent qu'il y a des gens qui leur font confiance, c'est des trésors, c'est des mines d'idées, quoi. Samé, c'est pas mal ce que tu fais, mais sans chercher à appuyer, travaille. Ne laisse pas marcher dessus, d'accord ? Depuis 18 ans, le club compte 73 titres de champion de France, une championne du monde et une vice-championne olympique. Mais dans cette usine à récolter des médailles, Saïd a une préoccupation extra-sportive, que le ring n'empiète pas trop sur l'école, quitte à priver d'entraînement un jeune qui s'est fait virer du collège. C'est peut-être dû à mon histoire. Moi, j'ai pas fait de grandes études, même si j'y suis revenu longtemps après. J'ai arrêté les études à 15-16 ans. J'ai travaillé au puce tout de suite, donc j'ai commencé à gagner de l'argent assez tôt. Ici, c'est un peu la salle de réunion, la salle où on accueille les jeunes pour les projets pédagogiques, notamment le soutien scolaire. Ils ont 2 cours de soutien scolaire par semaine, un le mercredi avant l'entraînement, où c'est des matières générales. Et le vendredi, c'est nouveau, ils font anglais-espagnol avec 2 bénévoles qui les aident en anglais et espagnol. Donc ici, il y a le bureau. Ici, on a la bibliothèque avec tous les bouquins. Donc il y a des dictionnaires, il y a un peu de tout, des bouquins d'anglais, de français, de maths, etc. J'ai voulu faire comprendre aux gamins que c'est super important de savoir lire, écrire et compter. C'est super important d'avoir le savoir. Parce que quand tu sais tout, c'est en même temps une protection pour toi, quoi. T'es armé. Et dans ce monde dans lequel on vit, il faut qu'il soit armé pour demain pouvoir s'insérer plus facilement dans la vie.
回家。